Tout de suite, parlons de nos neurones, Félix. Oui, je vous emmène dans votre tête et je peux vous dire que vous n'êtes pas tout seul dedans. Il y a du monde. C'est complexe. Je savais. Faut s'y retrouver. Et oui, c'est la semaine du cerveau, une zone évidemment stratégique, mystérieuse. C'est la semaine où Philippe David est en vacances d'ailleurs. Merci. Il fallait le faire. Allez, on y va. Mais bon, le cerveau, on connaît de mieux en mieux, à en croire René Bokobza, médecin radiologue spécialiste du cerveau. Bonsoir. Bonsoir, Et vous merci. m'entendez bien? Oui, très bien. Merci d'être avec nous, René Bokobza, auteur aussi de ce livre « Quo vadis, où vas-tu ? Humanité » chez les Impliqués Éditeurs. Alors, vous exercez depuis 1977 dans des centres d'imagerie médicale. Vous avez pu voir l'évolution en 45 ans. Et votre constat, c'est qu'on arrive mieux à observer le cerveau aujourd'hui qu'avant. Ah oui, sans aucun doute. Et puis, il n'y a pas photo entre ce qu'on voyait dans les années 70, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y avait des angiographies qui permettaient de voir les artères, mais pas le cerveau lui-même. Il y avait les encéphalographies gazeuses très traumatisantes qui voyaient les contours du cerveau, mais pas le cerveau lui-même. Et aujourd'hui, vous vous allongez dans un tunnel d'IRM et on voit absolument tout l'intérieur du cerveau sans même toucher le patient. C'est absolument miraculeux, c'est indolore, il y a du bruit dans la machine, mais c'est tout. Et ça permet de voir tous les détails, substances blanches, substances grises, les ventricules, etc., les tumeurs. Alors évidemment, ça permet de dépister des maladies qu'on ne pouvait pas voir auparavant. Dépister et mieux comprendre comment il fonctionne ? Alors pour le fonctionnement, c'est autre chose. Alors oui, le fonctionnement, c'est une branche qui n'est pas de la radiologie de ville classique. Ce sont des centres de recherche comme Neurospin par exemple, avec Stanislas Dehaene là qui fait des recherches là-dessus et c'est très valorisant et stupéfiant parce que on demande aux patients de réfléchir à quelque chose, où on lui montre une image, où on lui fait entendre un son, on lui demande aussi des fois de bouger une partie de son corps, et on voit à tous ces épisodes comment le cerveau réagit et comment il s'allume à droite, enfin à telle ou telle partie, pour faire justement bouger le membre ou avoir conscience du stimuli visuel ou auditif. C'est absolument fabuleux. C'est une IRM fonctionnelle qui permet de voir le fonctionnement du cerveau. Donc il ne serait pas absurde, docteur, de se faire examiner le cerveau de manière régulière, même en étant bien portant? Non, ça n'a aucun support médical. C'est pas un dépistage. Il n'y a rien à dépister. Ce n'est pas comme les dépistages du cancer du sein, par exemple, où là, il y a une pathologie très fréquente qu'il faut dépister parce qu'on connaît très bien les tenants et les aboutissants. Le cerveau, on ne peut rien dépister à l'avance. Allez, une petite question, juste, je lisais plein de choses sur les tueurs en série, par exemple, et on expliquait qu'ils avaient tous en commun, au niveau du lobe frontal, je crois, quelque chose ou d'absent ou de trop présent. Est-ce qu'on peut voir les caractéristiques de personnalité à travers ces études magistrales que les neurosciences mènent et que vous menez à l'évidence ? Voir les caractéristiques pour dire qu'un tel est un tueur en série ou un artiste je sais pas. Non, on peut faire des études morphologiques, des études topographiques de certaines zones du cerveau, mais il y a même en génétique ce qu'on appelle le gène du tueur ou du meurtrier, mais tout cela est complètement... ce n'est pas de la médecine, c'est des suppositions qui ne sont pas fondées, et ce n'est pas du tout quelque chose de... Et vous savez, chaque individu a un cerveau à la naissance qui module suivant les événements de sa vie jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la mort d'ailleurs. Donc on peut le moduler, c'est surtout l'éducation, c'est surtout le mode de vie qui va entraîner telle ou telle tendance chez l'individu et non pas la génétique ou une morphologie du cerveau. On vous envoie un cas particulier, Philippe David. Parce qu'en un mot rapide, René Bokobza, donc pour revenir à ce que vous écrivez, le cerveau, c'est pas juste un travail pour vous, c'est une question presque métaphysique. Vous dites que le cerveau humain garde une trace de ce qui s'est passé depuis l'origine de l'espèce et même avant. En fait, le passé n'avait aucun avenir sur Terre avant le cerveau humain, finalement. C'est magnifique, ça.
Ce n'est pas que le passé n'avait aucun avenir, non, c'est que le cerveau est à l'évidence, tout le monde le sait depuis que Hubert Reeves a dit que nous étions des poussières d'étoiles, a fortiori le cerveau aussi, nous gardons tous des traces les plus lointaines de nos origines. Depuis le début de l'univers, il y a une évolution permanente des corps célestes, des planètes, de la Terre, de la vie sur Terre, les différentes espèces animales, etc., pour aboutir au cerveau humain. Et ce cerveau revient à ses origines, puisqu'actuellement, on a des télescopes qui permettent de voir de plus en plus loin, donc de plus en plus tôt dans les tréfonds de l'univers, pour essayer de voir d'où nous venons exactement. C'est comme ça que j'interprète l'évolution qui a abouti au cerveau. Merci, c'était passionnant. Beaucoup. Merci beaucoup, René Bocobza. Vous savez que Cécile de Mélibus était une galaxie, par exemple. Et là, d'un seul coup... par contre, on attend toujours le greffon de Françoise de Gouas. Vous savez, je suis un trou noir. Il y a un trou noir, un espèce de grand machin. Merci beaucoup, spécialiste du cerveau autour de ce livre. Quo Vadis, on devrait faire une émission entière là-dessus, non, Cécile? Ça serait passionnant sur le cerveau, les étoiles. Nous on peut pas. On est disqualifiés. Quo Vadis, où vas-tu? Humanité, en tout cas, c'est son livre chez les Impliqués Éditeurs. Merci beaucoup.